Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. C'est un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle saison des Nocturnes du Plan de Rome. Bienvenue à vous toutes, à vous tous. Bienvenue également à ceux qui nous suivent sur Internet. Alors vous le savez, le principe des Nocturnes, c'est de vous présenter régulièrement l'avancement du travail de reconstitution virtuelle de la Rome du IVe siècle après Jésus-Christ. Nous traitons donc d'architecture et d'urbanisme, et c'est de ce point de vue que sera traité le sujet de ce soir. C'est un sujet qui pourrait être abordé de différentes manières, sous beaucoup d'aspects. Il y a deux livres français en particulier abordent ces différents aspects à une génération d'intervalle. Le livre de Pierre Grimal, dont la première édition date de 1963, et le livre de Catherine Salle, qui sera notre invitée cette année, qui date de 2011. Rome est en quelque sorte la fille de Vénus. Le thème de l'amour a une résonance particulière pour Rome, au moins pour trois raisons. D'abord, vous connaissez la légende des origines de Rome. On part de la guerre de Troie. Un petit groupe de Troyens s'en va sous la conduite d'Énée après la chute de Troie, après la prise de Troie par les Grecs. Une petite troupe de Troyens menée par Énée s'en va fonder une nouvelle Troie et arrive sur les rivages de l'Italie à l'embouchure du Tibre. Eh bien, Énée, c'est le fils d'Anchise et de Vénus. Et ici, vous voyez cette représentation. Anchise est debout, Vénus est assise à droite. Elle a sur ses genoux Eros, le dieu de l'amour. C'est une scène érotique. Et en haut à gauche, la lune. C'est la nuit d'amour, il n'y en aura qu'une entre Anchise et Vénus, parce que l'acte d'amour se fait la nuit. Deuxième point fort de contact entre Rome et l'amour, c'est que les jumeaux, les fondateurs directs de Rome, Romulus et Rémus, sont nés d'un coup de foudre du dieu Mars pour la Vestale, Rhea Silvia. Voici comment le raconte Ovide. Silvia, la Vestale, allait un matin puiser l'eau pour les sacrifices. Fatiguée de la route, elle s'assied, ouvre son sein au souffle des zéphyrs. Le doux sommeil appesantit peu à peu ses paupières vaincues. Mars a vu Silvia, il l'a désirée, il la possède, et Dieu Tout-Puissant, il fait que la Vestale elle-même ignore son larcin. À son réveil, la Vierge a déjà conçu. Déjà, elle te porte dans son sein, ô Romulus, fondateur de la ville éternelle. En fait, c'est un viol. Mais à partir de l'époque d'Auguste, apparaît cette version édulcorée qui raconte que Rhea Silvia était endormie. Mais dans les versions précédentes, on voit très souvent Rhea Silvia représentée éveillée. Et puis, troisième élément, eh bien, il se trouve que le nom de la ville même est l'anagramme parfait du mot amor, qui signifie amour en latin. Les Romains, bien sûr, l'avaient déjà remarqué eux-mêmes. Sur plusieurs inscriptions, on trouve ce carré magique, bon, qui ne veut pas dire grand-chose. Hein. Roma, Rome, olim, c'est un adverbe qui veut dire autrefois. Milo, c'est un nom propre qui veut dire milon. Et amor, l'amour. Alors, l'amour, c'est un sentiment qui appartient à tous les peuples depuis les origines de l'humanité et qui n'a certainement pas changé en tant que sentiment depuis ses origines. Mais le contexte social, la civilisation des Romains est différente de la nôtre et ce sont quelques-unes de ces particularités que nous allons traiter devant vous ce soir. Première particularité, chez les Romains, l'amour est un dieu. L'amour, le sentiment, comme beaucoup de notions abstraites, l'amour est une divinité qui porte soit le nom d'Amor, soit le nom de Cupidon, soit le nom d'Eros en grec. Et puis il y a une déesse de l'amour,
Vénus, que les Romains vont assimiler à l'Aphrodite des Grecs. Et puis, il y a un correspondant, un dieu qui est souvent associé à Vénus, qui est Priape, avec des représentations souvent un peu curieuses, on le verra tout à l'heure. Deuxième particularité, les dieux sont sexués. Ils ont une vie conjugale et extra-conjugale. Et ces histoires, eh bien, forment un environnement imagé que connaissent tous les Romains. Et puis enfin, nous traiterons des amours des hommes avec, vous le verrez, cette particularité que les Romains, au moins au début, ont distingué très nettement le plaisir des sens et l'affection conjugale. Et ils ont traité les deux de manière très différente. Pour terminer, eh bien, Sophie vous emmènera visiter quelques lieux de l'amour dans Rome. Alors, je vous le disais, l'amour, c'est un dieu. C'est un dieu représenté sous la forme d'un enfant, avec au moins toujours 3 attributs, un arc avec lequel il va lancer ses flèches d'amour, des ailes et une torche qui est à la fois la torche du cortège nuptial, et puis parce que, je vous l'ai dit, l'acte d'amour se fait la nuit. Alors ce n'est pas un dieu important, il n'a pas de temple, il est souvent représenté de manière humoristique, soit triomphant, soit tout triste, voilà, comme ici, sur cette mosaïque de Saint-Romain en Galles. Mais la déesse importante concernant l'amour, c'est Vénus. Vénus qui, une fois assimilée à l'Aphrodite des Grecs, va faire partie du panthéon des 12 dieux romains. Alors Vitruve, à l'époque d'Auguste, de l'empereur Auguste, au 1er siècle avant Jésus-Christ, nous dit qu'il ne faudrait pas mettre les temples à Vénus dans le centre-ville pour éviter que le désir amoureux ne pénètre continuellement à l'intérieur de la ville. Eh bien, ça n'a pas été respecté à Rome. Parce que Rome a une multitude de temples à Vénus, y compris dans le centre-ville. Alors, il est vrai qu'au début, la Vénus romaine, avant qu'elle soit assimilée à Aphrodite, n'était pas seulement une déesse de l'amour, elle avait d'autres attributs. C'est une histoire compliquée, le culte de Vénus au début de l'histoire de Rome, je ne le traiterai pas ici. Toujours est-il qu'à l'époque qui nous intéresse, à l'époque impériale, on a, si on accepte notre hypothèse, un temple à Vénus Victrix en plein centre-ville, sur le Capitole, dominant le forum, construit par la volonté de Sylla, achevé juste après sa mort en 78 avant Jésus-Christ. À l'ouest, on a un temple construit par Pompée, également à Vénus Victrix, c'est Vénus, celle qui apporte la victoire, en haut de son théâtre. Au nord, César va faire construire un temple à Vénus Génitrix, celle qui est à l'origine, la mère, celle qui est à l'origine de sa famille, sur son forum. Et puis enfin, Hadrien, juste face au Colisée, fera construire le plus grand temple de Rome, le temple de Vénus et de Rome. Les Romains ont repris donc les légendes, les mythes d'Aphrodite. Ils ont repris en particulier le mythe de sa naissance. On raconte que Vénus est née suite à l'émasculation d'Ouranos par son fils Saturne et qu'elle est née de la mer. Et ensuite, portée par une coquille, elle aurait abordé sur l'île de Chypre. Et cette histoire est racontée dans les maisons romaines. Ici, c'est une peinture de Pompéi où on voit Vénus sur sa coquille, on voit Amour, Cupidon, qui la pousse également derrière. Les Romains ont tout simplement repris pour les figurations de la déesse Vénus les représentations d'Aphrodite. Et Aphrodite a beau être une déesse, même une déesse importante, elle est représentée toujours de manière, je dirais plutôt humoristique. Ici, assez souvent de manière légère. Ici, vous la voyez qui se défend avec sa sandale contre les avances du dieu Pan, qui est le dieu des troupeaux et des bergers. Son fils Cupidon, Eros, repousse également Pan par les cornes, mais tout le monde a le sourire. On a également des représentations qui sont
qui sont beaucoup plus sérieuses, notamment cette représentation de la Vénus génitrix dont je vous parlais tout à l'heure. C'est la Vénus qui est considérée comme la mère de Rome. Elle tient dans sa main une pomme. C'est la pomme que lui a donnée Paris quand il a décrété que c'était elle la plus belle des déesses. Et c'est cette histoire de la pomme qui a déclenché la guerre de Troie, la fuite d'Énée en Italie et du coup la fondation de Rome. Alors la pomme ici, c'est un attribut moderne qui a été rajouté, mais qui correspond bien à d'autres représentations qu'on a de Vénus. Il y a eu des statues de Vénus dans tout le monde romain. Dans tout le monde romain, cette statue, et dans des lieux divers, cette statue fait partie du groupe des statues fontaines. Vénus était aussi une déesse des eaux. À l'origine, elle devait porter, ses bras lui manquent, elle devait porter dans ses avant-bras une vasque, et l'orifice que vous voyez à la base de la statue, c'était la luxion d'eau. L'associé masculin de Vénus, c'est un dieu ancien à Rome qui s'appelle Mutunus Tutunus ou Mutinus Tutinus. Il y a des difficultés sur son nom. Saint Augustin, parce que ce dieu existait encore, était encore honoré au IVe siècle après Jésus-Christ. Saint Augustin parle de deux dieux, lui parle de Mutunus et de Tutunus. Toujours est-il que c'est un dieu que les Romains ont associé à Priape. Alors c'est le dieu de la fécondité, le dieu également des plaisirs charnels. Au IVe siècle, l'époque qui nous intéresse, il est encore honoré. Vous voyez que saint Augustin se moque du polythéisme des Romains. Et il se moque en particulier du fait que le soir de la nuit de noces, il y ait beaucoup de monde, beaucoup de dieux, dans la chambre nuptiale. Là se donnent rendez-vous et Subigus, et Préma, et Pertunda, et Vénus, et Priape. Et quoi, s'il faut qu'alors le mari soit fortifié du secours des dieux, ne suffirait-elle pas d'un seul dieu, d'une seule déesse? Alors c'est un dieu qui est représenté de manière plutôt sage sur la monnaie que je vous ai montrée, mais qui est souvent représenté de manière obscène sous forme d'un personnage masculin avec un sexe démesuré, avec les fruits également, puisqu'il est le dieu des jardins, le dieu de la fécondité, également traité avec humour. Vous voyez sur l'image de gauche le dieu Priape qui pèse son sexe. C'est une image que l'on retrouve à plusieurs reprises. Alors c'est obscène, si vous voulez, pour nous. C'est obscène pour nous. Ça faisait pourtant partie de l'environnement quotidien des Romains. Ici, ce pendentif à clochette, composé de plusieurs sexes assimilés, imbriqués les uns dans les autres, était à l'entrée d'une maison. Était à l'entrée d'une maison parce que ce symbole phallique, avait aussi un effet propiatoire. Il s'agissait d'éloigner le mauvais sort. Et on retrouve cette même liberté, cette même complaisance dans l'obscène, également dans la littérature. On a un recueil intitulé Les Priapés, qui sont un recueil de poèmes à Priape, édité d'ailleurs par un professeur de Caen, Louis Calbat, et dans lequel on retrouve une vulgarité de langage qui est tout à fait assumée, une obscénité tout à fait assumée, une simplicitas, c'est-à-dire une manière naturelle de parler de ces choses-là, tout à fait assumée. Deuxièmement, on va parler maintenant des amours des dieux. Donc les dieux sont sexués, ils ont une vie conjugale, ils ont une vie extra-conjugale. On va commencer par le dieu principal, Jupiter. Jupiter, il est marié à Junon. C'est sa sœur, entre parenthèses, mais c'est un couple légitime. Eh bien, ici, vous le voyez représenté, donc on a Jupiter, Junon, et puis on a Minerve. Alors, Minerve, c'est la fille de Zeus, mais il ne l'a pas eu avec Junon. En quelque sorte, c'est une famille recomposée, comme on dirait aujourd'hui. Et cette famille recomposée trône à Rome, dans le plus grand temple, enfin dans le temple le plus important de Rome, sur le Capitole, le temple de Jupiter capitolin, le temple de la triade capitoline, puisque c'est comme ça qu'on appelle cet ensemble de trois dieux. Et Jupiter,
eh bien, a eu une vie extra-conjugale très, très remplie, qui est représentée abondamment dans les maisons, dans les bâtiments publics. Alors pour séduire et pour accomplir l'acte avec les personnes qu'il désire, il se déguise, il se transforme en animal généralement. Donc ici en taureau, pour enlever Europe, la fille du roi de Tyr. Avec elle, il aura Minos, qui sera un roi de Crète célèbre. Pour séduire Léda, la fille du roi de Sparte, Pindare. Voilà. Eh bien, il va se transformer en cygne. Et avec elle, eh bien, il aura deux personnages célèbres également, Pollux et Hélène. Hélène, et là on retrouve la légende de Troie. Et pour séduire cette fois un jeune garçon, Ganymède, il se transformera en aigle pour l'emporter au ciel, où Ganymède sera à la fois son amant et également les chansons des dieux, c'est-à-dire celui qui leur apporte à boire. À côté de ce couple légitime, Junon-Jupiter, on a aussi, et c'est très important pour Rome, le couple Mars et Vénus, qui sont en quelque sorte le patron, la patronne de Rome. Or, c'est un couple illégitime, puisque Vénus est en fait la belle-sœur de Mars. Elle est mariée à Vulcain, qui est le frère de Mars. Et c'est à partir d'Auguste que ce couple devient important dans l'idéologie impériale. Vénus représentant la fertilité, la prospérité, et Mars représentant la virtus, le courage guerrier. Et ensuite, on voit des empereurs se faire représenter en Mars, accompagnés de Vénus. Ici, on voit bien que le personnage féminin qui met en place le baudrier de l'empereur, c'est Vénus, puisqu'on a des représentations comme la Vénus de Capoue qui ont le même mouvement, la même forme. Alors, qu'en est-il des amours des hommes ? Je vous le disais en introduction, les Romains vont représenter de manière très distincte le plaisir des sens et l'affection conjugale. Dans leur maison, dans les chambres à coucher, mais aussi dans les salles à manger, ils ne vont pas hésiter à représenter des scènes érotiques. On pense bien sûr aux peintures de Pompéi, celles qui au début avaient été toutes mises dans le cabinet secret du musée de Naples. Mais ici, j'ai choisi un autre exemple. C'est une maison en plein cœur de Rome, la Villa Farnésine, qui date de l'époque d'Auguste, qui était probablement la maison du gendre d'Auguste, Agrippa. Dans une des chambres à coucher, voilà les peintures que l'on retrouve. Ce sont des peintures qui sont très chastes, en fait, parce que là, on en est au préliminaire. Les choses sérieuses, ça va être la nuit. Une fois le flambeau éteint, comme nous le dit le poète Properce, qui est contemporain de ces peintures, ô ravissement, ô nuit voluptueuse, ô lit mille fois heureux de mes délices, que de mots échangés à la clarté d'un dernier flambeau, et quels ébats quand sa lumière eut disparu. Du coup, on ne va... Alors, ce plaisir sensuel va être représenté sous différents types d'objets, souvent de manière très très crue, parce qu'il n'y a aucune honte à aller satisfaire ses besoins sexuels. Pour l'homme en tout cas. C'est pas tout à fait, il n'y a pas la réciproque pour la femme, mais il est tout à fait ordinaire qu'un homme aille voir des prostituées ou aille ait des relations avec ses esclaves, qu'ils soient hommes ou femmes, et ces relations sont représentées en toute liberté, souvent d'ailleurs avec un petit côté humoristique. La prostitution, d'ailleurs, est quelque chose de tout à fait ordinaire, et même d'ordonné. Le document que vous avez ici à l'écran est un document très rare par son contenu. C'est ce qu'on appelle un ostracon. Un ostracon, ça veut dire un tesson de poterie.
Et ces tessons de poterie servaient souvent à écrire, et notamment des actes officiels. Par exemple, à Athènes, on pouvait s'en servir dans les votes pour l'exil d'un homme politique, d'où vient en français le mot ostracisme. Ici, alors la British Library en contient 4000, je crois, 4200 écrits en grec. Celui-ci, c'est un de ces 4200. Mais il est étonnant par son contenu parce qu'en fait, c'est un permis de prostitution donné pour un jour. La femme a dû payer une taxe, bien entendu. Voilà ce qui est dit. Pélaïas et Socratone, collecteurs d'impôts, à la prostituée Tinabdella, salutations. Nous vous donnons la permission d'avoir des rapports avec qui vous voulez, à cet endroit, le jour écrit ci-dessous, c'est le 7 octobre 110 après les Jésus-Christ. Alors pourquoi ce permis n'est-il valable qu'un jour? On ne sait pas. Peut-être que cette Tinabdella est en fait une prostituée qui est venue là dans la ville simplement pour une journée, à l'occasion d'une fête par exemple, ou d'un banquet, puisque pour les banquets, on pouvait louer les services de prostituées. Alors le mariage. Le mariage, lui, est représenté de manière beaucoup plus délicate. Alors d'abord, il faut savoir que le mariage n'est pas nécessairement lié à l'amour, du moins au début. Alors au IVe siècle, disons que pendant toute l'époque impériale, on va voir une évolution où de plus en plus on va associer le mariage à l'affection et à l'amour conjugal. Mais ce n'est pas quelque chose de donné au départ pour les Romains qui distinguent la sexualité de plaisir, ce qu'on vient de voir, et la sexualité reproductrice dans le cadre du mariage. Mais de plus en plus, on va voir, et ça va se voir dans les monuments funéraires, les couples représentés à l'époque impériale, soit sur des monuments somptueux, comme ici, de véritables mausolées, soit sur des monuments beaucoup plus simples, comme ici, cette stèle de Charpentier. Les gestes d'affection sont discrets. Ils apparaissent, mais ils sont discrets. Il y a notamment les deux mains qui se joignent, que l'on a interprété comme un des signes officiels du mariage. Ici, très clairement, sur ce sarcophage, c'est une cérémonie de mariage, puisqu'on voit le flambeau entre les deux époux et la pronouba derrière qui tient, vous voyez, sa main droite sur l'épaule de la femme. C'est elle qui assiste la jeune mariée dans le mariage. On a interprété ce geste, on l'interprète généralement comme la iunctio dextrarum, la jonction des mains droites, mais Paul Venn fait remarquer à juste titre qu'on le retrouve sur d'autres sarcophages où il n'est pas question de mariage, et ce peut être tout simplement un geste d'affection. Alors l'amour-passion est représenté aussi, bien sûr, et curieusement, il est représenté pour des étrangers. Ici, un chef gaulois qui a été vaincu, il a tué sa femme pour que celle-ci ne tombe pas aux mains des Romains, et après, il se suicide. Sophie, je te laisse nous emmener maintenant dans Rome. Bonsoir. Nous venons de voir dans la première partie que Vénus, la déesse de l'amour, était très présente dans l'architecture et la topographie de la Rome ancienne. C'est par ce premier point que je vous propose de commencer la visite virtuelle en marchant un petit peu sur le forum romain. Alors ici, vous voyez, je suis sur la Via Sacra, qu'on appelle aussi la voie sacrée. Devant nous, nous voyons l'arc de Septime Sévère, facilement repérable aujourd'hui parce qu'il est encore debout. Dans mon dos, à environ 500 mètres, il y a le Colisée. Et puis en arrière-plan de l'image, ici, nous avons le Capitole, dominé par un temple à Vénus Victrix. Alors c'est le premier temple que je voudrais vous montrer. C'est celui qui est juste en face de nous. Il se trouve dans l'axe de la colonne centrale des rostres. Donc les rostres, vous voyez, c'est la tribune qui est ici en arrière-plan. Et le temple dont je vous parle, c'est celui qui est derrière la colonne qui porte une statue blanche. Donc c'est un temple à Vénus victorieuse qui se trouve juste au-dessus du temple de la Concorde. Et c'est lui, ce temple de Vénus, voulu par Sylla, qui va dominer le forum romain.
Donc ça, c'est le premier temple de Vénus très présent dans ce centre politique, administratif et religieux de Rome. Il y en a un second qui empiète partiellement sur la Via Sacra. C'est un petit sacellum, un petit sanctuaire dédié à Vénus Cloacine. Alors, d'où vient ce nom de Cloacine? Ça vient du latin cloaca. Cloaca, c'est l'égout. Donc la Cloaca Maxima, c'est le grand égout de Rome. Donc Vénus Cloacine, on pourrait traduire de façon simpliste par la Vénus aux égouts, mais en fait, ça a un sens positif, c'est la Vénus purificatrice. Et ce sanctuaire marque de façon pratique l'endroit où la Cloaca Maxima, le grand égout de Rome, arrivait sur le forum romain. Alors aujourd'hui, si vous voulez retrouver le temple de Vénus Cloacine à Rome, il faut être très attentif, parce qu'en fait, il n'en reste plus que le soubassement sous cette forme. Donc, la restitution que je vous montre ici est hypothétique. Elle est hypothétique, mais en même temps, elle est appuyée, parce que regardez, sur certaines émissions monétaires, notamment sur ce denier créé par Lucius Mucidus, vous voyez, c'est marqué en haut à gauche, on voit le temple de Vénus Cloacine, on reconnaît sa forme circulaire, et ce denier nous donne un certain nombre d'informations. Regardez tout d'abord sur la gauche du denier. Vous voyez, on a un autel avec apparemment des flammes qui semblent représenter, qui pourraient aussi correspondre à de l'encens brûlé devant le temple à Vénus Cloacine. On voit également qu'il y a 2 statues. Or, sur d'autres émissions de ce denier, en voici une autre, on voit que ces 2 statues ont un sein dénudé. Et ça, c'est une représentation tout à fait classique de Vénus que l'on retrouve par exemple sur cette très belle statue conservée aujourd'hui au musée du Louvre. Alors cette statue, notamment celle de gauche, regardez, elle porte quelque chose à la main. Et ce quelque chose, c'est un rameau de myrte. Il est représenté, lui aussi, sur cette monnaie, regardez dans les mains de la statue de gauche. Et ce rameau de myrte, il correspond à quelque chose que nous raconte la légende. Alors je vais vous expliquer ça rapidement. Il faut repartir aux origines de Rome. On est à peu près en 753 avant Jésus-Christ. Romulus va créer la toute première Rome sur le Capitole. Et pour faire venir du monde, il va créer un asile. Alors qu'est-ce que c'est qu'un asile? C'est un endroit où vont pouvoir venir les brigands sans être importunés par la justice. Donc les brigands arrivent sur le Capitole, mais tout le monde le sait, les brigands sont tous des hommes et Romulus manque de femmes. Donc là, il a une idée assez discutable. Il va inviter ses voisins, les Sabins, il va organiser des jeux, et pendant les jeux, les Sabins, les jeunes filles sabines vont être enlevées par les jeunes Romains. Donc vous vous en doutez, une guerre va s'en suivre, donc ça c'est très connu. Les jeunes femmes vont finir par s'interposer entre leur nouveau mari romain et leur père sabin. Tout le monde va faire la paix. Et à partir de ce moment-là, on dit que Rome est habitée par un peuple latino-sabin. Alors pourquoi je vous raconte ça? Eh bien parce qu'il y a un autre volet de la légende qui est moins connu, qui est raconté par Pline l'Ancien. Pline l'Ancien raconte qu'une fois la guerre terminée, les 2 armées se sont retrouvées à l'endroit des Vénus Cloacines, donc à cet endroit-là, à l'endroit où sera plus tard construit ce sanctuaire. Et ici, les 2 armées vont être purifiées grâce à des rameaux de myrte. Et c'est probablement en allusion à cette légende que Vénus a été représentée ici, portant un rameau de myrte. Donc vous voyez qu'en plein centre de Rome, on a déjà 2 petits temples dédiés à la déesse Vénus. Et je n'ai pas besoin d'aller bien loin pour vous montrer un autre temple à Vénus. Je vais juste parcourir quelques pas et vous emmener visiter le forum de César. Alors pour aller sur la zone dite des forums impériaux, nous pouvons emprunter une petite rue qui s'appelle l'Argilette. C'est la rue qui va passer entre la curie qui se trouve à ma gauche, donc l'endroit où les sénateurs vont officier, et la basilique émilienne à ma droite. Donc j'emprunte l'Argilette et je vais tout de suite arriver sur la zone des forums impériaux. Alors qu'est-ce que c'est que cette zone? Eh bien c'est une zone qui a été voulue au moment où Rome va changer de statut politique, où on va passer d'un petit village sur le Palatin ou sur le Capitole à une ville maîtresse de tout un empire. Et quand cette Rome a grandi, quand elle a pris de l'importance, on a eu besoin de nouveaux endroits pour l'administration parce qu'on manquait de place. Et c'est là que l'on décide de construire ces grandes places qui en plus vont glorifier leurs commanditaires. Et le premier à avoir construit un forum impérial,
même s'il n'a jamais été empereur, sauf dans Astérix, c'est César, c'est Jules César. Et c'est ce forum que nous allons aller visiter tout de suite. Donc vous avez vu que quand j'ai pris l'Argilette, on passait très très vite de la zone du forum romain à la zone des forums impériaux. C'est une circulation à laquelle on n'est pas forcément habitué aujourd'hui parce que cette rue est fermée aujourd'hui à Rome, parce que la zone du forum romain est une zone archéologique et donc on ne peut plus emprunter l'Argilette. Vous voyez ici, j'ai le mur de la Curie à droite et la basilique émilienne à gauche, on ne peut plus passer par là. Sauf que dans l'Antiquité, c'était un chemin très rapide pour passer du forum républicain à cette zone des forums impériaux. Alors le forum de César, dans son état du IVe siècle ici, il est un petit peu surprenant. Il est un petit peu surprenant et surtout, je pense que César aurait été très surpris, voire même peut-être choqué, en revoyant son forum dans son état du IVe siècle, parce qu'il n'a presque rien à voir avec la façon dont il avait été conçu au départ. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien c'est tout simple, ce forum a brûlé et il a subi de très graves dommages. Les colonnes ont dû être remplacées. Sauf qu'au lieu de faire venir des nouvelles colonnes, on a récupéré des colonnes à droite à gauche, on a arrangé tout ça et ça nous donne un portique multicolore parce que toutes les colonnes ne venaient pas du même endroit. Donc ça déjà, ça change beaucoup par rapport à ce qu'avait voulu César au départ. Vous voyez ensuite là-haut, on a un deuxième étage. Au départ, c'était un étage ouvert. Sauf que suite à l'incendie, on a eu de gros dommages structurels. Tout ça menaçait de s'effondrer, donc on mure le portique. Et on va même murer le temple à Vénus Génitrix. Donc ici, on est devant le troisième temple que je voulais vous montrer. C'est le temple à la Vénus Génitrix, la Vénus qui enfante. C'est celle qu'on a vue tout à l'heure dans la première partie. Alors au départ, quand César avait fait construire ce temple à Vénus, c'était un temple tout à fait classique. Regardez ce que l'on peut en voir aujourd'hui. La place du forum de César est devant. Les archéologues ont remonté 3 colonnes du temple à Vénus Génitrix, qui est au fond. Au départ, c'était un temple tout à fait classique. Sauf que suite à l'incendie, tout cela menace de s'effondrer. Et la solution trouvée par les architectes, c'est de construire un grand mur qui va prendre la colonnade de façade du temple de Vénus Génitrix. On va même perdre les 2 colonnes au centre. On va faire un mur en briques, on va l'enduire, on va le peindre, et voilà l'aspect du forum de César au IVe siècle. Pourquoi est-ce que César a construit un temple à Vénus Génitrix? C'était particulièrement habile de sa part. Rappelez-vous ce qu'on a vu tout à l'heure. Aîné par de Troie, et son fils, Iule, va fonder, ou qu'on appelle aussi Ascagne, va fonder une ville qui deviendra plus tard Rome, par l'intermédiaire de Romulus et Rémus. Or, Jules César, c'est un Iule. Jules, c'est pas son prénom. Son prénom, c'est Caius. Iule, c'est son nom de famille. Et César prétendait que sa famille descendait du fils d'Ascagne. Mais ce fils d'Ascagne, c'est le petit-fils de Vénus. Donc ce que dit habilement César dans l'histoire, c'est que lui, il descend d'une famille qui descend de Vénus. Il est d'une descendance divine. C'est donc très habile de sa part d'avoir ainsi construit un temple à Vénus Génitrix sur son forum pour rappeler que quelqu'un qui descend d'une déesse comme Vénus sera naturellement très apte à maintenir la garantie du pouvoir sur la ville de Rome. Et puis je vous ai emmené ici pour une seconde raison, c'est pour vous montrer le groupe de fontaines qui se trouve devant le temple de Vénus. Vous voyez, ce groupe de fontaines, il est très connu dans la littérature. On parle des fontaines des Apiades. Les Apiades, ce sont des nymphes qui célèbrent l'arrivée de l'eau à Rome, probablement grâce aux aqueducs. Or, Ovide, le poète Ovide, nous raconte qu'ici, Cupidon avait l'habitude de décocher ses flèches et que les avocats qui officiaient ici plusieurs fois sont soudainement tombés amoureux en plein milieu d'une plaidoirie. Ils ne trouvaient plus leurs mots. Ovide raconte un beau parleur qui voit passer une jeune fille, tout d'un coup, ne sait plus quoi dire, parce que Cupidon, ici, avait l'habitude de rendre les jeunes hommes amoureux. Donc, Ovide dit attention si vous passez devant la fontaine des Apiades, aux flèches de Cupidon. Donc, on est vraiment sur un lieu très chargé en symboles par rapport à l'amour à Rome. Que trouvait-on à l'intérieur de ce temple? Une statue de Vénus, naturellement, une statue de César divinisé,
placé là par Octave, le futur Auguste, et il avait placé ici une statue de César en bronze surmontée d'une étoile. Alors cette étoile, on l'appelle le Sidus dans la littérature latine, c'est l'étoile qui est passée dans le ciel de Rome alors que l'on commémorait la mort de César. Il y a des jeux, on commémore la mort de César et une étoile, une comète, passe dans le ciel. Octave, le futur Auguste, va s'empresser d'utiliser cela pour sa propagande, pour dire que c'est l'âme de César qui monte au ciel, et c'est suite au passage de cette comète que César sera divinisé. Donc dans le temple, on a César divinisé, Vénus. Selon Dion Cassius, il y avait également une statue en or de Cléopâtre, et selon Pline, il y avait également une très belle collection de pierres précieuses, de perles précieuses également, gardées dans ce temple qui était un véritable musée. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire sur la présence et le rôle de Vénus sur le forum de César. On ne peut quand même pas parler de l'amour à Rome, je pense que vous l'attendez tous, sans parler de l'amour marchand, sans parler un petit peu des prostituées, des lupanars. Les lupanars, c'est des endroits où on va pouvoir aller louer le service d'une prostituée. Le meilleur endroit, je pense, pour aller visiter un lupanar, c'est de se rendre dans Subur. Subur, c'est un quartier très populaire de Rome qui se trouve derrière le forum d'Auguste, sur lequel je viens de passer. L'avantage des forums impériaux, c'est qu'ils sont tous construits les uns à côté des autres. Il est donc très simple de passer du forum de César au forum d'Auguste. Sauf que le forum d'Auguste, lui, vous voyez, il est préservé au IVe siècle dans un état beaucoup plus proche de celui de sa création que celui de César. Parce que lui n'a pas connu de gros incendies destructeurs comme le forum de César. Comment ça se fait ? Bien sûr, il y a une part de hasard. L'incendie, on ne peut jamais trop savoir où il va partir. Mais regardez le très haut mur qui se trouve derrière le temple de Mars. C'est un temple à Mars vengeur. Ce très haut mur a eu un rôle très important parce que c'était un mur coupe-feu. C'est lui qui faisait la jonction entre, d'un côté, là où nous nous trouvons, la Rome monumentale, la belle Rome de marbre, et de l'autre côté, la Rome populaire de Subur, la Rome de briques. Et pour éviter que les incendies qui prendraient dans la zone populaire ne puissent arriver dans la zone monumentale, on construit ce très haut mur qui a très bien fonctionné et puis qui est resté préservé jusqu'à aujourd'hui. Je vais vous le montrer. Si vous vous rendez à Rome et que vous vous rendez sur le forum d'Auguste, vous pouvez encore voir les marches du temple de Mars, devant lequel nous nous trouvons actuellement, et derrière, le haut mur coupe-feu dont je suis en train de vous parler. Et ce mur, pour nous, pour la connaissance de Rome, il est très intéressant, parce que vous voyez le triangle gravé en haut du mur, c'est lui qui nous permet de connaître l'élévation originelle du temple de Mars, qui se trouve ici. Et que trouvait-on dans ce temple de Mars ? Une statue de Mars, on s'en doute, plus une statue de Vénus, à nouveau, plus à nouveau une statue de César divinisé. Et dès que je vais passer ce mur coupe-feu, vous allez voir que l'ambiance va complètement changer. Nous allons quitter la Rome de marbre pour entrer dans la Rome populaire, pour entrer dans ce quartier de Subur, alors qui est plus ou moins bien famé. On n'est pas dans les beaux quartiers de Rome à Subur, on est plutôt dans les bas-fonds. C'est une zone qui va être pas mal dévolue à l'habitation, où on va trouver beaucoup d'immeubles qu'on appelle les insulae, des immeubles qui sont en plus ou moins bon état. Vous voyez, on discute, on répare, on retape, on fait ce qu'on peut pour que ça tienne. À l'étage de ces immeubles, souvent, il n'y a même pas d'eau courante, donc il faut venir chercher l'eau à la fontaine. On est très loin de l'image de la Rome de marbre que l'on avait tout à l'heure, et c'est là que je voulais vous emmener pour aller visiter un lupanar de Rome. Alors vous voyez que des enduits aussi ont besoin d'être faits, et les enduits ont doublement besoin d'être faits parce qu'au bout d'un moment, il est nécessaire de masquer les graffitis qui sont faits sur les murs. Et à Rome, on distingue deux sortes de graffitis. Les graffitis officiels, ceux qui sont très bien peints, la peinture rouge, soignée, par exemple les graffitis qui vont annoncer les jeux, et puis les graffitis sauvages, comme ceux-là. Vous voyez ici sur le mur du lupanar de Subur, il y a 3 graffitis. Le premier à gauche, Fructus. Qui est ce Fructus ? C'est un client du lupanar. Les jeunes hommes viennent ici, ils viennent voir les prostituées, et puis en sortant, ils laissent leur signature pour dire « moi je suis venu là ».
Sur le lupanar de Pompéi, on a trouvé 56 noms de clients gravés sur la façade extérieure. Et puis il y a d'autres choses. Regardez par exemple le graffiti qui est à droite. Je vais vous le lire, il n'est pas facile à lire. Vous voyez peut-être Sunt, après c'est un A et 2 bâtons. La traduction c'est Sunt Aces Duo. Ça coûte 2 as. Il y en a un qui s'est dit je vais rendre service au prochain, je vais directement marquer le prix que ça coûte, comme ça ils n'auront pas besoin d'aller demander avant d'arriver. Et puis le dernier, c'est pas de la grande littérature, mais je vais vous le lire quand même. Alors c'est aussi un petit peu difficile à lire. Hic ego cum veni futui. Moi, quand je suis venu ici, j'ai fait l'amour. Deinde redei domi. Et ensuite, je suis rentré à la maison. Bon, c'est pas de la grande poésie, mais comme tous les graffitis de Rome, ça nous donne quand même un minimum d'indications sur la façon dont ça pouvait se passer à cet endroit. Et c'est un vrai graffiti qui a été retrouvé sur un mur antique. Alors, comment ça se passe une fois qu'on est d'accord pour payer les 2 as? Eh bien, on va d'abord devoir s'acquitter de cette somme et de la donner au léno. Alors, le léno, c'est le proxénète. Et ce proxénète, c'est un personnage très connu de la comédie latine. Il est brutal, avare, pas très intelligent. Et regardez, les infographistes ont réussi à lui donner parfaitement la tête de l'emploi. Comme quoi, c'est bon de lire les textes latins. Et puis, de l'autre côté, nous avons les clients qui patientent avant d'aller voir les prostituées. Et ces clients, eux, ils n'ont pas l'air particulièrement stressés. Ils n'ont pas l'air très inquiets d'être vus ici au lupanar. Et ça, c'est normal. C'est ça qu'il faut intégrer quand on lit la littérature latine, c'est qu'aller au lupanar dans l'Antiquité, ça ne pose aucun problème moral. Alors, je vais vous raconter une anecdote. Caton l'Ancien, qui était un moraliste, c'était quelqu'un aux mœurs vraiment sévères, réputé pour sa dureté, croise un jour un jeune homme qui sort d'un lupanar. Et il lui dit « Bravo, jeune homme. Bravo, c'est très bien d'aller fréquenter les professionnels plutôt que d'aller séduire les honnêtes femmes. » Alors, ce qu'il est en train de lui dire, c'est qu'il a bien raison d'aller voir les prostituées plutôt que de risquer de séduire une femme de citoyen, ce qui serait un petit peu malvenu. Sauf que les jours suivants, Caton repasse au même endroit et il voit le même jeune homme qui ressort du lupanar le lendemain, le surlendemain. Et alors là, il lui dit « Bien là, je t'ai félicité la dernière fois parce que je pensais que tu venais là de temps en temps, mais je ne savais pas que tu y habitais. » Donc, pour le lupanar comme pour le reste, tout est possible avec modération. Et que voyait ce jeune homme qui venait si fréquemment au lupanar? Eh bien, il devait d'abord trouver un couloir, un petit peu comme celui-ci, avec des chambres sur les côtés. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'au-dessus de chaque chambre, il y a un petit tableautin qui marque la position des services rendus dans la chambre en question. Regardez, ils sont tous différents. Et puis l'avantage quand on lit le latin, c'est qu'on peut apprécier là aussi la grande littérature. Je vous montre, encore une fois, lente impale, vas-y doucement. Donc s'il y en a qui font du latin, vous voyez à quel point c'est utile de travailler le latin à l'université. Donc une fois qu'on a choisi l'endroit où on voulait aller, on va trouver la prostituée qui attend dans sa chambre. Alors ici, ce qu'il faut bien comprendre, malgré l'étroitesse de la pièce, c'est qu'on est dans un lupanar de luxe. Je vous dis ça parce qu'on a des textes qui nous racontent que les lupanars parfois étaient de véritables bouges, excusez-moi l'expression, sales, puants, où la prostituée pouvait exercer derrière un simple rideau, parfois il n'y a même pas de lit, c'est sur un tabouret, enfin des choses un petit peu moyennes, alors qu'ici nous sommes quand même dans un lupanar tout à fait respectable. Alors toutes les pièces se ressemblent un petit peu, je vais vous emmener voir celle d'à côté. Elles s'organisent toutes de la même manière. On va avoir une petite fenêtre qui va donner de la lumière, un lit, et puis un matelas, des draps, et s'il fait froid, des couvertures, pour faire ce qu'on a à faire. Alors, pour le lit en maçonnerie, je vais plutôt vous montrer la documentation. Regardez ici, c'est une photographie qui a été prise dans le lupanar de Pompéi. Vous retrouvez l'étroitesse des pièces, la petite fenêtre, et le lit en maçonnerie, ici. Donc on voit qu'en effet, il est vraiment nécessaire d'avoir un matelas si on veut faire quelque chose à cet endroit-là. Et puis dans ce lupanar, comme dans d'autres, il y a aussi certaines commodités. Donc parfois, il y a une pièce avec un point d'eau, et une fois que l'eau arrive au rez-de-chaussée du lupanar, cela permet d'installer des latrines et éventuellement
une fontaine où on va pouvoir se laver, laver le linge, et avoir un point d'eau froide dans un lupanar, c'est très important, parce qu'à l'époque, on considérait que l'eau froide était un bon contraceptif. Donc, bon, on le considérait, et c'est probablement pour ça, ici, que nous avons ce point d'eau. Alors, je ne voudrais surtout pas terminer cette visite par le lupanar, parce que quand même, il y a peut-être d'autres solutions pour allier le plaisir des sens au sentiment. Et ces autres solutions, elles sont données, on les connaît. Ces autres solutions nous sont données par un poète qui s'appelle Ovide. Ovide a écrit une œuvre qui s'appelle L'Art d'aimer. Et l'art d'aimer, si je devais le décrire en quelques mots, eh bien, c'est un traité sur l'art de la séduction. Ovide va expliquer à ses contemporains du 1er siècle comment faire pour trouver une fiancée. Alors le but avoué, c'est toujours de finir avec la même chose que ce qu'on a vu au lupanar. Mais peu importe, Ovide va expliquer comment trouver une fiancée. Et la première chose qu'il dit, c'est que ce n'est pas la peine d'aller parcourir le monde ou dans les campagnes, d'aller loin, parce qu'il y a tout ce qu'il faut à Rome. Voici ce que dit Ovide. « Pour trouver, tu n'auras pas à parcourir une longue route. Tant de belles filles se rencontreront à Rome que l'on puisse dire « Notre ville possède tous les genres de beauté qu'a pu produire l'univers. » C'est bien quand même. Sauf qu'en fait, ce qu'il nous dit aussi, c'est qu'il faut choisir l'endroit, parce que Subur, ce n'est pas l'endroit idéal non plus pour choisir une fiancée distinguée. Donc il va nous citer plusieurs endroits. Il y en a deux, je vais vous en montrer deux parmi tous ceux qu'il conseille. Il conseille par exemple d'aller voir le temple d'Isis, d'aller sur l'Iséum du Champ de Mars. Alors l'Iséum du Champ de Mars, c'est un temple qui se trouve à peu près à 100 mètres du Panthéon. C'est un temple au décor oriental, égyptisant, et en effet, on peut imaginer ici qu'une jeune fille pourra trouver un jeune homme qui aura la même sensibilité, pourquoi pas, aux œuvres d'art. Ici, il y avait notamment des sphinx en granit, réalisés d'après des copies égyptiennes. Il y avait des lions également à l'égyptienne, des obélisques. On peut imaginer que c'est assez propice pour trouver une fiancée. Et puis quelque chose qui ne devait pas être très rare quand on allait à l'Iséum, quand on allait voir le temple d'Isis, c'était de voir les prostituées. Parce que Isis, c'est la déesse qui protège les femmes, mais toutes les femmes. On sait que les prostituées, elles aussi, étaient protégées par la déesse Isis. Donc les prostituées, quand elles voulaient aller au temple, elles allaient soit au temple d'Isis, sur le Champ de Mars, soit sur un autre temple, un temple à Vénus Éricine, qui se trouve à la périphérie de Rome, au nord des thermes de Dioclétien, pour ceux qui situent un petit peu. Et puis, le meilleur endroit, d'après Ovide, enfin, c'est ce qu'on comprend un petit peu à la lecture du texte, un des bons endroits pour trouver une fiancée, c'est d'aller dans le Grand Cirque. Alors normalement, ceux qui vont au Grand Cirque, ils vont pour voir des courses de chevaux, éventuellement pour parier de l'argent. Sauf qu'Ovide nous dit qu'ici, il y a du choix. Il y a du choix parce qu'il y a 150 000 personnes qui vont venir en même temps voir le spectacle. Or, 150 000 personnes, s'il y a une femme sur deux, ça laisse le choix aux prétendants. Et Ovide va expliquer au jeune homme comment séduire la jeune fille au cirque. Alors là, je n'ai pas résisté à l'envie de vous lire Ovide en essayant d'illustrer cela par les images. Donc je vais demander à Philippe de venir nous lire Ovide et puis vous allez suivre tout cela à l'écran. Assieds-toi contre celle qui te plaît, tout près. Nul ne t'en empêche. Approche ton corps le plus possible du sien. Heureusement, la dimension des places force les gens, bon gré mal gré, à se serrer, et les dispositions du lieu obligent la belle à se laisser toucher. Si, comme il arrive, il vient à tomber de la poussière sur la poitrine de la belle, que tes doigts l'enlèvent. S'il n'y a pas de poussière, enlève quand même celle qui n'y est pas. Tout doit servir de prétexte à tes soins officieux. Regarde également tous ceux qui seront assis derrière vous, que leurs genoux ne viennent pas s'appuyer trop fort contre son dos délicat. De petites complaisances captivent ces âmes légères. Plus d'un s'est félicité d'avoir arrangé un coussin d'une main prévenante. Toutes ces facilités pour un nouvel amour, tu les trouveras au cirque. Donc imaginons que la stratégie d'Ovide ait marché et que la jeune fille soit tombée sous le charme du jeune homme. Eh bien, Ovide donne un dernier conseil. Alors je vous le livre.
Il dit « Une fois que tu as séduit la jeune fille, surtout ne te ruine pas en cadeau. » Bon. Comme quoi, ça ne dure pas très longtemps. Et ce que dit Ovide, alors là, il frise la faute de mauvais goût. Ovide nous dit, alors on va terminer la séance par là, il nous dit « À l'époque où la campagne étale ses richesses, où les branches plient sous le poids des fruits, qu'un jeune esclave lui apporte une corbeille pleine de cadeaux rustiques. Tu pourras dire que tu les as reçus de ta campagne, eussent-ils été achetés sur la voie sacrée, c'est-à-dire la route qui passe juste ici. » Alors moi, je dis que ça peut marcher, mais que si la jeune fille passe sur la voie sacrée et voit les mêmes produits que son fiancé est censé avoir reçus des coins de lointaines contrées, ça peut être quand même un petit peu moyen. Pour ma part, comme pour donner une suite contemporaine à l'art d'aimer d'Ovide, je vous conseille plutôt, en guise de conclusion, d'emmener l'objet de vos passions assister aux nocturnes du plan de Rome. À l'heure de l'introduction passée, quand la lumière d'un trait va se tamiser, tu sentiras son souffle à tes côtés et son parfum doucement enivré. À l'heure de la séance terminée, dans une auberge, tu n'auras qu'à l'inviter, mais pour le reste de la soirée, je te laisse improviser. Nul doute que tu sauras trouver les mots qui la feront rêver. Ces quelques mots vous permettront peut-être, du moins je l'espère, de vous rappeler que l'art d'aimer d'Ovide était écrit en vers. Je vous remercie. Merci à vous. Donc la parole est maintenant aux questions. Donc ceux qui tiennent les micros, je vais leur demander de se mettre en position pour venir distribuer les micros à la salle. J'en profite pendant que les questions se préparent pour vous dire que la prochaine nocturne, c'est le premier mercredi de novembre et elle sera consacrée au culte de Mitra à Rome. Mitra qui est une divinité orientale, une divinité iranienne. Voilà, nous sommes à votre disposition pour les questions. Bonsoir. J'aurais bien voulu savoir ce que ça représente 2 As. Ah, alors ça dépend de l'époque à laquelle on se réfère. Le graffiti en question, il a été retrouvé sur le lupanar de Pompéi, donc on va se caler sur un équivalent du 1er siècle après Jésus-Christ. Ça vaut le même prix que 2 verres de vin, donc c'est pas trop cher. Mais on sait que les prix variaient considérablement selon le type de lupanar fréquenté. Il y avait différents niveaux de prostitution et on pouvait louer très cher des prostituées de luxe pour les banquets, notamment pour les fêtes. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, ça vous a laissé... Vous attendez qu'on éteigne la lumière, c'est ça? C'est une question, Jérôme. Une question juste au 3e rang ici. Là. Est-ce qu'ils attrapaient des maladies? Ah oui. Ça c'est vraiment quelque chose qui est reconnu et c'était un véritable fléau. Oui, de ce point de vue-là, il n'y a aucun doute. Alors, vous avez pu remarquer, ou vous remarquerez que sur toutes les représentations érotiques, il y a toujours des bassins d'eau. Il y a toujours des bassins d'eau. Alors, soit, comme le disait Sophie tout à l'heure, parce que on pensait que l'eau froide, aussitôt administrée, avait un effet contraceptif, soit effectivement pour se laver énormément. Mais c'est une caractéristique de toutes les représentations. Vous avez toujours un bassin ou un serviteur qui apporte de l'eau. Je voulais savoir la place de l'homosexualité. La place de l'homosexualité. Oui. L'homosexualité est quelque chose, alors qui ne porte pas d'ailleurs le nom d'homosexualité, c'est quelque chose qui est normal. C'est-à-dire qu'on aille voir un homme ou une femme, on ne fait pas de différence absolue. Là, ce qui est important pour les Romains, c'est la notion de passif et actif. C'est-à-dire que tant qu'on est celui qui est actif, avec une femme ou avec un homme, il n'y a pas de déshonneur. Le déshonneur, c'est d'être passif, c'est ce qu'on appelle l'impudikitia. Et à partir du moment où un maître, par exemple, va faire l'amour avec un esclave homme, mais que c'est lui qui
qu'il décide, il n'y a aucune honte, aucune honte particulière. Et ce n'est pas réprouvé. L'homosexualité féminine est beaucoup plus rare et beaucoup moins mentionnée, mais elle existe aussi. Oui. On a 2 questions sur Internet. La première, c'est de savoir comment étaient considérés les enfants que les esclaves avaient eus avec leur maître. Et la seconde, c'est est-ce qu'il y avait des prostituées de rue comme aujourd'hui? Alors sur la première question, donc les enfants des esclaves étaient eux-mêmes esclaves. Même si c'était un enfant du maître. Dans toutes les maisons, on savait très bien qu'une grande partie des enfants des esclaves étaient en fait des enfants du maître ou du fils du maître de la maison. C'est quelque chose qui était tout à fait ordinaire. De même que, vous savez, c'est quelque chose qui est beaucoup moins gai, qui n'était pas du tout rare d'abandonner, d'exposer, non seulement d'abandonner, mais d'exposer les enfants dont on ne voulait pas dans les rues, tout simplement. Et ça a été, au cours de l'Empire d'ailleurs, une source d'alimentation pour les marchands d'esclaves aussi importante que la guerre. On n'y pense pas toujours, mais d'aller récupérer des enfants abandonnés dans les rues. Il y a une histoire, je ne sais plus ce qu'il raconte et à quelle époque elle se place, mais c'est quelqu'un qui dit à son fils, écoute, tu viens d'avoir un enfant avec une esclave, tu vas l'abandonner, tu vas le laisser dans la rue. Et l'enfant lui répond, oui, quand toi tu en auras fait autant avec ceux que tu as eus avec les esclaves de la maison. Voilà. Donc la deuxième question, c'est est-ce qu'il y a de la prostitution de rue? Oui, tout à fait. Tout à fait. Il y a certains quartiers où on sait que les femmes attendent le client et vont ensuite aller soit dans des auberges. Les auberges sont des endroits assez réputés aussi pour la prostitution, ou vont tout simplement aller dans un endroit un petit peu caché. C'est ce que disait Sophie tout à l'heure, des endroits qui sont souvent sales, malodorants. Et le bon moyen pour la reconnaître quand on passait par les prostituées de rue, c'était la couleur de leurs vêtements, parce que ces femmes étaient souvent habillées avec des vêtements vert clair, d'où le choix des couleurs que nous avons placées dans le modèle, dans le lupanar, et sur la prostituée qui se trouvait dans l'Iséum. Oui, donc le vert clair n'était pas une couleur. Jérôme, au troisième rang devant nous. Oui, et ensuite au troisième rang devant nous. Oui, 2 questions. Au niveau des lupanari, est-ce qu'il y a des lupanars homosexuels? Et quelle est la place de la pédophilie dans l'amour romaine? Voilà. Alors donc, il y a dans les lupanars des prostituées masculins, effectivement. Et la pédophilie est quelque chose de tout à fait normal. C'est normal de faire l'amour quand on est un homme, avec un jeune esclave ou avec un jeune homme, tout simplement. Voilà. Et pour celui qui est passif, donc, ça ne devient déshonorant que quand il atteint l'âge lui-même, quand il atteint la maturité sexuelle. Là, ça devient déshonorant de se laisser faire, si je puis dire. Mais tant qu'il n'a pas atteint cet âge de maturité sexuelle, il n'y a pas de déshonneur pour lui non plus. Oui. Y avait-il une prostitution sacrée dans les temples? Alors, ça a été réprimé. Il y en a eu apparemment. C'est un scandale qui est assez célèbre, qui s'appelle le scandale des Bacchanales, mais qui est ancien, qui date de 186 avant Jésus-Christ, où là, lors de fêtes organisées en l'honneur du dieu Bacchus, ou Dionysos pour les Grecs, il y avait, semble-t-il, des viols, des accouplements qui étaient non consentis. Mais ça, c'est quelque chose qui a été réprimé par le Sénat très rapidement et qui apparemment n'a plus eu cours ensuite. Il n'y a pas de prostitution religieuse à proprement parler. À Rome, en tout cas. Oui. J'avais entendu parler dans un ouvrage, je ne me rappelle plus lequel, que parmi dans les cercles des prostituées du Haut Empire, on trouvait beaucoup de jeunes chrétiens. Est-ce que vous en savez plus? Alors, je ne connais pas l'ouvrage auquel vous faites allusion, mais
pour les chrétiens, la prostitution n'a jamais posé de problème. Hein, pas seulement au Haut-Empire, au Bas-Empire aussi. Hein, Saint Augustin écrit imaginez un pays où il n'y aurait pas de prostituées, ce serait la fin de la société. Hein, pour lui, pour Saint Augustin lui-même, c'est une sorte de d'assainissement, hein, d'assainissement de la société. Et Saint Augustin, comme les autres chrétiens, il n'est pas le seul à le dire, hein, soutient l'idée de la prostitution. Il y a une question devant. Il n'y a pas un deuxième micro? Quelqu'un qui peut... Ouais. Oui, alors tout à l'heure, Sophie nous a dit que Isis protégeait les prostituées. Mais Isis, c'était une déesse égyptienne. Oui. Elle était connue à Rome aussi. Ah, oui. Oui, Isis. Les Romains ont toujours été très tolérants. Hein. Ils avaient déjà beaucoup de dieux eux-mêmes, hein, déjà. Mais en plus, ils ont accueilli les dieux étrangers sans difficulté, et notamment Isis. Hein. Le culte d'Isis a été très important à Rome, en particulier sous l'Empire. Il est devenu de plus en plus important. Et on voit que dans beaucoup de lieux, on a glissé du culte d'Isis au culte de la Vierge, directement, avec les mêmes caractéristiques, la douceur, la protection, l'intercession auprès de Dieu. Donc Isis, oui, a été très vénérée aussi à Rome et dans l'Empire. À Pompéi aussi, on a retrouvé un temple à Isis. Oui. Est-ce qu'il y a une période où on voit apparaître de la répression, où il n'y en a jamais eu? De la répression au niveau des prostituées, de la sexualité en général? Oui, exactement. Oui. Alors, ce qui se passe, c'est que pendant toute la période impériale, on voit l'amour dans les relations conjugales prend de plus en plus d'importance. Ça, c'est clair. Et il devient mal vu d'avoir des relations extra-conjugales. Mais la prostitution n'a jamais été interdite, par exemple. Hein, la prostitution n'a jamais été interdite. Par contre, il y avait une législation très forte, très sévère, hein, pour ceux qui auraient tenté de séduire, voire de violer une femme romaine. Hein, la femme romaine, la matrone, était très protégée juridiquement. Et ça c'est pas seulement la fin de l'Empire, hein, ça a toujours été. Il y avait une législation qui était très sévère à l'égard des personnes libres. Donc, vous savez, la société romaine est une société esclavagiste. Donc, vous avez les citoyens, des gens libres, qui sont hyper protégés par la loi, et vous avez les esclaves qui sont entièrement à la merci de leur maître. Les maîtres font ce qu'ils veulent avec leurs esclaves. L'esclave est une marchandise. Et puis, entre ces deux corps, vous avez les affranchis. Les affranchis qui ont la liberté, mais qui n'ont pas la reconnaissance. Et si, par exemple, une femme libre décide de se prostituer, elle peut le faire. Les femmes libres ou les hommes libres peuvent se prostituer, mais alors, ils sont dégradés dans la société, ils perdent leur honorabilité, et dans ce cas-là, ils ne peuvent plus porter plainte pour viol. Ils ne peuvent plus porter plainte pour insulte. Ils sont rétrogradés, je dirais, juridiquement. Il n'y a plus de questions? Si, tout premier rang. Oui, bonsoir. Une question peut-être bizarre, mais le savon existait-il à l'époque? Oui, le savon, le dentifrice, tout ça, ça existe. Oui, les Romains sont des gens qui sont très propres. Vous savez qu'ils vont tous les jours au bain. Ils y passent environ 2 heures. C'est quelque chose... Alors, ils ne font pas que de se laver. Hein. Ils vont aussi pour discuter, pour faire du sport, pour faire beaucoup d'autres choses. Mais les Romains prennent grand soin de leur corps. Hein. Ça, c'est très, très important. Oui. Et le savon, en fait, existe. Bien. Eh bien, si, il y avait encore... on va encore prendre une dernière question. Vous venez d'évoquer la citoyenne romaine qui est protégée par la loi, mais au niveau du mariage, quel est son rôle et quel est son statut? Elle est complètement dominée par son mari, elle a des droits, elle n'en a pas
Alors, à l'époque, on va prendre le plus simple, on va prendre l'époque impériale. Il reste que deux types de mariage. Le mariage qu'on appelle cum manu, le mariage sine manu. Alors, la femme, je suis désolé, mais la femme est une éternelle mineure chez les Romains. Donc, mariage cum manu, la femme passe sous la domination de son mari. Voilà. Mais ça reste quelque chose de très facilement dissolvable. C'est-à-dire que le jour où ils décident l'un et l'autre de se séparer, le mari rend la dot à la femme et ils se séparent. Hein, c'est tout aussi simple que ça. Et puis, il y a le mariage sine manu, où là, la femme reste sous l'autorité de son père. Mais la femme est toujours sous l'autorité de quelqu'un, la pauvre. Bon, sous l'Empire, malgré tout, ça va s'assouplir parce que la femme, si elle n'a ni père ni mari, elle est obligée d'avoir un tuteur. Mais en fait, elle choisit le tuteur qu'elle veut. Donc, elle peut choisir quelqu'un qui va la laisser faire ce qu'elle veut. Mais voilà les deux formes de mariage. Alors, le mariage au début de la période impériale est peu fréquent parce qu'il est réservé aux citoyens. Si vous n'êtes pas citoyen, vous ne pouvez pas vous marier. Les esclaves n'ont le droit de se marier qu'à partir du IIIe siècle. Donc le mariage, en fait, c'est une toute petite partie de la population. Les étrangers, les affranchis, les esclaves, tout ça ne peuvent pas se marier. Ils vivent en concubinage. Et même ceux qui sont mariés peuvent se séparer très facilement. Quelquefois, d'ailleurs, sans même trop avertir le conjoint, l'empereur Claude s'est trouvé divorcé, même sans le savoir. Lui. Il l'a appris après que sa femme se soit remariée. Il n'était pas au courant qu'il était divorcé. Mais voilà, ça peut se faire de manière très, très facile, très commode. C'est simplement une question de dot après qui revient, qui repasse dans la famille de la mariée. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Bonne soirée à vous. Et puis... Merci beaucoup et au mois prochain si vous le voulez bien.